combien de temps entre les deux lieux? Un quart d'heure? Un quart d'heure, 20 minutes. Très bien. Tenez ici pour les fils, ça c'est fait. Par contre, il faudra m'exfiltrer à 22 h. Ça n'était pas le cas. Hein? Vous me dites 3 minutes avant? Après, on va où? Les infos Vincent Delorme, Emmanuel Macron en visite à Amiens aujourd'hui. Et oui, on l'attend à Amiens, sa ville natale, tout l'après-midi avec un programme plutôt chargé. Ce soir, ensuite, Emmanuel Macron, le politique, plus le ministre, organise une rencontre citoyenne et il pourrait lancer son mouvement en vue peut-être de la présidentielle ce soir à Amiens Mégacité. Nous sommes début avril 2016, un an avant l'élection présidentielle. Sur l'aire d'autoroute de la vallée de la Selle, à mi-chemin entre Paris et Amiens, Emmanuel Macron, 38 ans, ministre fulgurant et héros médiatique, mange un sandwich à la dinde. Dans quelques heures, il va partir en conquête. Objectif, l'Élysée. Les accès pour ce soir, on est bon? Tout a été validé, c'est bon. Et donc tu changes de voiture, d'accord? Il y aura un guidage quand même discret par la préfecture pour t'amener jusqu'à l'entrée B de la cité. Bon, ok, je vois bien le truc. C'est l'histoire d'un météore. Lorsque François Hollande l'a nommé ministre de l'économie en août 2014, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Moins de 2 ans plus tard, il est devenu le ministre le plus populaire du gouvernement. Et la trajectoire ne fait que commencer. Allez, à cheval. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche, ou membre d'un autre parti républicain. Parce que c'est pour construire quelque chose d'autre. Je veux que l'énergie positive, que celles et ceux qui proposent, veulent avancer, puissent par ce mouvement se mettre en marche. Ça commence ce soir et tout dépend de vous maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je pense que le système dans lequel on vit est très usé. Et donc, ma volonté pour aller au bout, c'est en effet de construire les conditions d'engagement, les conditions politiques, pour que des femmes et des hommes qui pensent la même chose sur la liberté économique et sociale, les libertés politiques, le rapport au progrès, le rapport à l'Europe, le rapport à la laïcité, beaucoup d'autres choses quotidiennes, soient en capacité bien de construire du consensus ensemble et de l'action publique. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisir. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Et puis c'est une conviction profonde depuis longtemps. Mais oui, c'est là, c'est maintenant. Donc on va le faire.
Macron, nouvelle star de la politique française, un homme jeune, beau et intelligent, écrit le quotidien, qui avec son mouvement En Marche pourrait bien être le prochain. Le prochain quoi? Président évidemment. Emmanuel Macron ou le roman vrai d'une ambition. À 38 ans, celui qui a été nommé ministre sans jamais avoir été élu, rêve déjà de prendre les rênes de la nation. Il n'a ni parti, ni programme connu, juste sa jolie gueule et les sondages. Un symbole de notre époque, où tout brille trop vite. L'histoire n'est pas si simple. Ce n'est pas la première conquête impossible que tente le jeune surdoué venu d'Amiens. Depuis son adolescence, il suit la même stratégie, nourri d'idéalisme et ponctué de transgressions. La caméra elle tourne, hein? Oui, c'est bon. Hein? Représentation de fin d'année au théâtre du lycée jésuite de la Providence à Amiens. Emmanuel Macron a 15 ans. Il est élève de seconde. Que c'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. L'ombre d'un homme. En rejoignant cet atelier de théâtre, le jeune Emmanuel a fait une rencontre qui a bouleversé son existence. Il est tombé amoureux de sa professeure, Brigitte Osière, de 24 ans son aînée. J'avais monté une pièce de Tardieu, la comédie du langage, avec des petites scénettes. Et il avait joué, effectivement. Il jouait un épouvantail. Il jouait, je me souviens très très bien. Et je trouvais qu'il était incroyable sur scène. Quelle présence. Brigitte Macron, à l'époque Brigitte Osière, est la professeure de théâtre du lycée La Providence. Elle est aussi la professeure de français la plus populaire de l'établissement. Mariée, elle a 3 enfants, adolescents, et sa famille, les Trogneux, honorables confiseurs de père en fils, font partie des notables d'Amiens. Emmanuel Macron, lui, est l'aîné de 3 enfants d'un couple de médecins. Mais c'est surtout sa grand-mère, Mamette, une directrice d'école qu'il a éduquée. Fille d'une paysanne illettrée, Mamette a vécu avec 2 passions, les livres et les idées de gauche. Alors, elle a biberonné son petit-fils à la littérature française, lui apprenant des poèmes de René Char quand il avait 6 ans. Et à 15 ans, nourri par les romans classiques qu'il dévore, le jeune Emmanuel semble avoir déjà vécu sans vie. Il n'était pas comme les autres. Hein. Résolument, il n'était pas comme les autres. Et il était toujours avec les profs. De toute manière. Il discutait toujours avec les profs. Il avait toujours des livres. Il avait toujours plein de livres. Il était toujours... C'était pas un ado. Il avait un rapport à l'adulte, à tous les adultes, aux autres profs, aux directeurs, d'égal à égal. Il n'y a jamais eu cette échelle. Il n'a jamais respecté... Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu respecter cette échelle d'âge. Bien, encore une dernière chose avant que je vous relâche. Je voudrais que vous montrez-moi comment vous tombez sur scène. Si on stabilise, vous allez... je me meurs. Ou alors je vous attends dessus, mais je veux que vous chutiez sur scène et que vous soyez parfait. En classe de première, le jeune Emmanuel Macron s'inscrit donc pour la 2e année consécutive au cours de théâtre de Madame Osière. Et l'élève romantique va commencer sa cour. L'année suivante, c'est tout juste, il ne m'a pas dit « Madame, vous devriez être un peu plus ambitieuse ». Donc, j'ai bien compris. Il est arrivé avec un petit manuscrit dans sa petite mallette et il me sort
comment ça s'appelait, L'art de la comédie, d'Eduardo de Filippo. Donc je regarde, je dis, mais tu es bien gentil, il y a 5 ou 6 rôles. Moi j'en ai 17, en première terminale, qui ont l'option théâtre. Donc il me dit, mais qu'à cela ne tienne, nous allons écrire. Ah, nous allons écrire, bien. Puis je pensais que ça n'irait pas très loin. Je pensais qu'on allait un peu écrire et puis qu'il allait se lasser. Je le connaissais mal. Pendant l'année scolaire 1993-1994, Emmanuel Macron et sa professeure Brigitte Osière écrivent à 4 mains, chaque semaine, créant une dizaine de nouveaux rôles pour leurs pièces. On a écrit, et petit à petit, j'étais totalement subjuguée par l'intelligence de ce garçon. Une intelligence, d'ailleurs, ça fait très longtemps que nous sommes ensemble, j'en ai toujours pas mesuré le fond, sa culture, à quel point sa tête est totalement pleine et totalement bien faite. Incroyable. Les capacités d'Emmanuel sont totalement hors normes. Bon, vous allez me dire c'est son mari, etc. Là, c'est la prof qui parle. À la fin de l'année, la pièce écrite par Emmanuel Macron et Brigitte est jouée à la Comédie de Picardie, le plus grand théâtre d'Amiens. Mais la professeure est inquiète. Bravant tous les tabous, le jeune Emmanuel lui a déclaré sa flamme. Brigitte Osière persuade alors Emmanuel Macron de quitter Amiens, de partir suivre sa terminale au lycée Henri IV, à Paris. Il faut éteindre la passion qui couve. Emmanuel a refusé tout d'abord. Elle a fini par le convaincre. Mais avant de partir, le jeune homme a fait cette promesse. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Je reviendrai et je vous épouserai. Il est arrivé Henri IV, le premier trimestre, ça n'a pas été drôle. On s'appelait tout le temps, on passait des heures au téléphone. Mais des heures et des heures au téléphone. Et petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances. De manière incroyable. Avec patience. Emmanuel Macron a maintenant 18 ans. Et, dans le secret de la capitale, il vit enfin son amour interdit pour une femme plus âgée que lui. Comme les héros romanesques de son enfance. À Amiens, en revanche, les choses ne sont pas simples. Un coup de fil anonyme a prévenu la direction du lycée La Providence. La mère d'Emmanuel s'inquiète. La famille de Brigitte s'offusque. Les autres, d'une manière générale, comment ils réagissent à cette relation un peu différente? Mal. En province, mal, certainement. Mais ils n'osaient pas me parler. Je pense que les gens n'osaient pas parce qu'il y avait... ils n'osaient pas me parler. J'entendais... Oui, ma famille, mes frères et sœurs. Mes frères ont essayé. Parce qu'ils sont plus âgés que moi et ils ont essayé de tenir le rôle que mes parents, n'étant plus là, n'ont pas tenu. Mais quand je décide quelque chose, je le fais. Parce que sinon, c'est fini. Après son bac, le jeune Emmanuel Macron a rempilé au lycée Henri IV pour y suivre la prépa littéraire Hippocagne et Cagne. Dans cette antichambre de l'élite intellectuelle française, où la compétition est féroce, les jeunes étudiants se jaugent. Macron, lui, affiche sa différence. Macron, il donnait un peu le sentiment que sa vie, ou qu'une partie de sa vie était ailleurs. Ce qui, quand on est en classe prépa, notamment à Henri IV, est quelque chose de très baroque, enfin d'un peu... qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on est censé travailler 100% du temps. Moi, il m'expliquait qu'il était en train d'écrire un grand roman. Donc, quand même, écrire un roman, ça prend un peu du temps. Un grand roman sur quoi? C'était un grand roman qui avait lieu en Amérique du Sud. C'était ce qu'on appelle un roman picaresque de l'époque
voilà, du XVIIe siècle, de la conquête espagnole. Enfin bon, il y avait des histoires d'Indiens d'Amérique du Sud, je sais pas, des Mayas, des Incas. Donc voilà, on n'était pas dans petit récit d'autofiction du quartier latin, quoi. C'était un truc un peu avec un peu du souffle à l'ancienne, quoi. Le livre qu'écrit alors Emmanuel Macron s'intitule « Babylone, Babylone ». Il retrace l'épopée du conquistador Cortés au Mexique. Mais Brigitte reste sa seule lectrice, car le jeune homme n'est pas satisfait. Il commence un deuxième roman, plus polar. Il se cherche. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous l'avez pas. Bah, lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel Macron rate le concours de Normal Sup, le Graal des intellectuels, et bifurque alors vers des études de philosophie, à Nanterre. Il rencontre Paul Ricoeur, 85 ans, l'un des plus grands philosophes français, et devient son assistant pour le livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Entre le vieux sage et le jeune étudiant brillant, la séduction est réciproque. Mais Macron se cherche toujours. Il a compris que, contrairement à son mentor, il n'est pas fait pour étudier seul pendant 40 ans avant d'écrire des livres aussi intelligents que compliqués. Il a besoin d'action, de légèreté, de jeunesse sans doute. En 1999, il entre en deuxième année de Sciences Po. Emmanuel, moi ce que je revois très bien comme image, c'est un peu son allure de philosophe, en fait, ou de poète. C'est-à-dire qu'il avait les cheveux assez longs, coiffés en arrière, et il portait toujours une veste, ce qui était assez original à l'époque, parce que nous on était des étudiants plutôt en t-shirt ou en polo ou en chemise, mais lui il était toujours plutôt bien mis. En dehors de ce côté classique, Emmanuel Macron dévoile aussi à Sciences Po un autre trait majeur de son caractère. Un mélange d'empathie naturelle et de besoin de plaire. On se retrouvait le matin pour un peu faire le point sur les cours de la journée. On allait saluer les appariteurs. Et là, Emmanuel, il passait 5-10 minutes, c'est long, hein, à discuter avec eux, mais sincèrement, il avait développé des relations amicales. Il les connaissait tous par leur prénom, il connaissait leur histoire, il commentait le dernier match de foot avec eux. Et donc, il y avait une vraie relation qui s'était instaurée. Il s'adressait aux autres exactement de la même manière, avec la même gentillesse et la même bienveillance, que ce soit notre grand professeur d'université très connu, l'appariteur, le serveur du café, le chauffeur de taxi, le copain. Naissance d'une vocation. En tous les cas, le jeune Macron, en dehors de serrer des mains, commence à s'intéresser à la politique. Et, avec une bande de 5 copains, prépare le concours de l'ENA, l'école qui forme les hauts fonctionnaires et les ministres. Ensemble, les 6 amis réussissent le concours d'entrée en 2002 et passent désormais leur soirée à refaire le monde. Il y avait Manu, Aurélien, Gaspard, Frédéric Moget, Mathias Vichra aussi, qui aujourd'hui est auprès du maire de Paris. Tout ça, c'était un groupe assez soudé, hein, on a passé beaucoup de temps ensemble.
Est-ce qu'à un moment, durant ces années ENA, vous sentez une ambition chez Emmanuel Macron? On en avait tous. Hein. Je veux dire, vous prenez un échantillon de 6 ou 8 énarques de 22 ans, le degré d'ambition est assez élevé en moyenne. Hein. Donc je pense que à cet égard, voilà, on était tous dans le même élan, avec à peu près les mêmes références, etc. Donc son ambition se différenciait pas de la nôtre. Et il n'était pas du genre à clamer « je serai président à 40 ans ». Enfin, je veux dire, c'est pas Giscard d'Estaing, quoi. Voilà. À sa sortie de l'ENA, Emmanuel Macron finit dans les 15 premiers et rejoint la prestigieuse inspection des finances. Mais surtout, il mène enfin à bien le projet de sa vie. Le 20 octobre 2007, à la mairie du Touquet, Emmanuel épouse Brigitte. Brigitte Creux, consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, consentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Creux? Oui. On est en tout cas tous les deux très heureux que vous soyez là pour nous accompagner dans ce moment, parce que chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Alors je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés, puis nous avoir aimés comme nous étions. Plus particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte. Parce que s'il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d'une évidence. Voilà. Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali, souhaitée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République. Cette commission réunit une quarantaine de personnalités de la politique, des affaires, de la communication, et doit proposer un panel de réformes. Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Mais moi, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui était vraiment très exceptionnel. Donc je lui dis, est-ce que vous avez envie de travailler pour la prochaine campagne présidentielle? Il me dit oui. Donc je lui dis, je vais vous présenter à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous. Donc j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je lui dis, écoute, t'as pas de conseiller économique? Il me dit, non, j'ai personne. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et je l'ai présenté ici, dans ce salon, un soir. Début 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande, candidat donné grand perdant des primaires socialistes à venir. Mais le jeune haut fonctionnaire n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Même si la politique l'attire, il ne s'imagine pas faire des courbettes rue de Solferino pour obtenir une circonscription de l'état-major du PS. Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate. On a dû rester 2 heures ensemble.
que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires, mais aussi une patte humaine, des qualités de caractère, des qualités relationnelles, qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. Tout ça en 2 heures? Oui. À la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Mais ça, c'est très étonnant, non, de dire ça à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 heures dans la banque d'affaires. Ah oui, oui, ça m'est jamais arrivé avant et jamais après. Jamais. Chez Rothschild, Emmanuel Macron fait du Macron. Si ses compétences techniques en matière de haute finance sont perfectibles, il excelle dans un domaine essentiel du monde de la banque d'affaires, la séduction des clients. En 2011, Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. La carrière de banquier d'affaires d'Emmanuel Macron dure un peu plus de 3 ans et s'arrête aussi soudainement qu'elle avait commencé. Monsieur le Président de la République. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Celui-ci accepte avec gourmandise. À 34 ans, après avoir déjà fréquenté la haute administration et le monde des affaires, le jeune homme pressé se retrouve à présent au cœur de la matrice du pouvoir politique. Le lendemain de l'élection de François à l'Élysée, enfin le lendemain de son installation à l'Élysée, il m'invite à déjeuner dans un petit salon du bas avec Emmanuel. On est tous les trois. Et je sens bien l'importance d'Emmanuel, puisqu'il n'avait pas invité le secrétaire général de l'Élysée, ni quelqu'un d'autre. C'était Emmanuel Macron qui était à ce déjeuner, disons, de lancement de l'activité présidentielle. Donc je sens l'importance et leurs relations sont très intimes. Durant la première année du quinquennat, Emmanuel Macron est omniprésent dans l'ombre de François Hollande, soufflant notamment au président sa mesure économique phare, le pacte de responsabilité et de solidarité, qui abaisse les charges des entreprises pour stimuler l'emploi. Mais très vite, celui que le journal Le Monde a baptisé le Mozart de la finance se sent à l'étroit dans son rôle de Sherpa. Lorsque Manuel Valls remplace Jean-Marc Ayrault, il est déçu de ne pas être appelé au gouvernement. Mi-avril 2014, après 18 mois passés à l'Élysée, il quitte son poste de conseiller pour retourner dans le privé. Mais la politique le rattrape vite. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 4 mois plus tard, fin août 2014, après le limogeage d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron est nommé à 36 ans ministre de l'économie dans le deuxième gouvernement Valls. Enfin un rôle à sa mesure.
Tout sourire dehors, il est alors persuadé qu'il va révolutionner la politique à lui tout seul. Emmanuel le météore a sans doute trouvé sa voie, le pouvoir. Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron est devenu passionné par le pouvoir? Ah, je crois qu'il y a goûté. Et on sait tous que c'est un alcool fort. Et qu'il y a pris goût. Ça paraît clair. Il y jubile. Il y est manifestement épanoui. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Début 2015, 6 mois après son entrée en fonction, le jeune ministre vient défendre le projet de loi qui porte son nom à l'Assemblée nationale. Au menu, dérégulation et ouverture de nouveaux marchés pour relancer la croissance. Mesdames et messieurs les députés, ce qui est aujourd'hui attendu de nous, c'est de prendre pour notre pays les décisions que la situation exige. C'est de conduire les changements que nombre de nos concitoyens attendent. Parce qu'au fond, la France a l'essentiel pour se redresser. Les bancs sont clairsemés, mais Emmanuel Macron y croit dur comme fer. D'être debout, d'avancer. L'ancien disciple du philosophe Paul Ricoeur, l'apôtre du dialogue, part à l'assaut des députés, la fleur au fusil. Ma conviction, c'est que beaucoup de choses pouvaient se faire dans l'intensité d'un débat parlementaire, c'est-à-dire dans le détail, et en expliquant mesure par mesure. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en quelque sorte, la guerre de position devient une guerre de mouvement. C'est-à-dire les choses se déplient, se déplacent, et les gens finissent par réfléchir, se dire « mince, c'est vrai ». Et d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, moi j'ai vu des débats s'ouvrir. Donc ça a été pour moi une très belle expérience, d'abord de compagnonnage humain, avec beaucoup de parlementaires que j'ai découverts, de droite et de gauche, vraiment convaincus, artisans voilà, de la réforme, et puis de travail sincère. Et donc moi j'en ai tiré une conviction forte, c'est que si on veut aller plus loin, il faut préparer. C'est-à-dire qu'il faut installer du consensus, le construire, et construire de l'intelligence collective pour que ça advienne. Il ne faut pas laisser le ciment, en quelque sorte, de la confrontation droite-gauche prendre. Entre les séances plénières et les commissions, Emmanuel Macron va plancher sur sa loi plus de 500 heures à l'Assemblée. Ce qui est emmerdant, c'est que cette négo dure. À force de dialogue, il pense avoir convaincu plusieurs députés centristes, ainsi que la majorité des frondeurs, la gauche du Parti socialiste, de voter sa loi. Parmi eux, Denis Robillard, député de Loir-et-Cher. Denis, on fait une vraie réforme des prud'hommes, je compte sur toi. Les réponses ont été co-construites. C'est ça qui est vachement intéressant dans la maïotique collective. Les réponses aux questions se sont construites en cheminant. Je les reprendrai comme des petits cailloux. Ah, c'est ça, hein? Écoute, tu trouves pas? Si ça marche, je t'appellerai Socrate. Chiche. Allez. Paix sur la France, aux parlementaires de bonne volonté. Bon, allez, bon courage. Mais au moment du vote final, le château de cartes d'Emmanuel Macron s'écroule. Sur ce texte, en première lecture, j'ai eu un vote majoritaire sur chaque article. Et après, au moment du vote final, les jeux d'appareil ressortent. Et c'est une expérience qui est un peu décevante, hein. C'est que toutes celles et ceux qui n'ont pas participé au débat, mais qui se sont fait une idée à distance du texte, parce que beaucoup des gens qui se mettent à voter ne sont pas venus 10 secondes dans l'hémicycle défendre un amendement ou parler, se positionnent. Et il y a eu à ce moment-là une cristallisation qui s'est faite, d'une part parce qu'il y avait les départementales qui se préparaient à droite, et donc l'ancien président de la République, devenu chef de mouvement, Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré une fatwa sur ce texte en disant qu'il faut voter contre. Et puis à gauche, le congrès de Poitiers se préparait, et chacun cherchait là aussi à se compter. Ce qu'attend notre pays, ce qu'attendent de nous les Français, c'est que nous avancions. Parce que si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien, tout est bien qui finit bien, Madame la députée, alors ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union
une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Merci. Allez, s'il vous plaît, la parole est à Monsieur Christian Jacob. Ça vous montre l'obsolescence du système dans lequel on est et la déconnexion qu'a pris une partie de la vie politique de la réalité des choses. Dans l'épaisseur du débat parlementaire, on peut construire avec les femmes et les hommes de bonne volonté, sans naïveté, au contact, au corps à corps parfois, avec un vrai travail de conviction. Ça existe, je l'ai vu, on l'a fait. Mais ça a été cassé par des... Mais en même temps, quand la politique redevient un théâtre, qu'elle redevient l'objet de luttes partisanes, eh bien, elle construit les conditions de son propre échec. Le Premier ministre Manuel Valls a finalement recours au 49-3 pour imposer la loi. Emmanuel Macron est blessé. C'est sans doute dans les semaines qui suivent qu'il décide de chercher une troisième voie, la sienne, entre la droite et la gauche. Pour exister, il attaque bille en tête les dogmes socialistes, comme ici, à l'université du MEDEF, à la fin de l'été 2015. La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles, qu'il suffisait de décréter et de légiférer pour que les choses changent, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Voilà, c'est le ministre de l'économie. Il faut qu'il mette tout son énergie, qui est grande, et sans doute ses talents, à accélérer la croissance et l'emploi. Et moi, je dois dire, je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance et puis en même temps une ignorance de ce que vivent les gens aujourd'hui. Et il y a un moment où c'est plus supportable. Plus fort sera le buzz. De petite phrase en petite phrase, Emmanuel Macron se construit une image de franc-tireur, résolument moderne et anti-langue de bois, face à l'inertie des socialistes au pouvoir. 2 mois avant le lancement de son mouvement En Marche, il commence à squatter les unes des magazines. Et le message est clair. Macron ras-le-bol, disait Martine Aubry, vous vous en souvenez? Alors, de deux choses l'une, soit elle prend de l'aspirine, soit elle entre dans l'arène pour combattre, parce qu'Emmanuel Macron, effectivement, entre en politique. Alors c'est vrai que son mouvement n'est pas un parti traditionnel, et c'est ça la force de l'ancien banquier d'affaires. Il séduit à gauche, au centre et même à droite. En fait, Macron, il correspond à l'attente du moment. Il est d'ailleurs le préféré des Français pour représenter la gauche à l'élection présidentielle. 46% d'entre eux, selon le dernier sondage Elab d'hier. Une longue partie d'échecs vient de commencer. Le défi à Hollande est immense. Celui que beaucoup ont désigné un peu vite comme le fils spirituel du président entre en dissidence. Un pied dans le gouvernement, un pied dehors. Une semaine après la création d'En Marche, François Hollande réagit à la télévision. Votre ministre, Emmanuel Macron, a encore fait des déclarations aujourd'hui. Il est revenu un peu dessus sur le fait qu'il n'excluait pas une candidature forcément en 2017. On l'a vu lancer son mouvement. Est-ce qu'il est sous votre contrôle ou est-ce qu'il fait cavalier seul pour ses intérêts? Emmanuel Macron, il a été mon conseiller, même avant que je ne devienne président de la République. Puis ensuite, quand j'ai été élu par les Français. J'en connais le talent et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il puisse entrer au gouvernement. Il est à sa tâche. Ensuite, qu'il veuille s'adresser aux Français, aller chercher
des idées nouvelles, allez les convaincre, je ne vais pas l'en empêcher. Mais il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr? Mais j'en suis sûr parce que c'est entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit. Monsieur le Président, le respect. 3 jours après son intervention télévisée, François Hollande se rend à Chartres pour visiter une usine de médicaments et embarque Emmanuel Macron dans la voiture présidentielle. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Madame la ministre. Drôle de couple. Une version politique du jeu du chat et de la souris. Bonjour, vous êtes bien? Emmanuel n'est pas là? Monsieur le ministre, monsieur Macron. Ah, bonjour. Comment c'était ce trajet en voiture avec le président? Comme toujours, amical. Pas de souci. Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le Ministre de l'Économie, Monsieur le Préfet, Madame l'Ambassadeur et Monsieur et Madame des élus, c'est avec plaisir et fierté que je vous accueille sur notre site à Chartres.